Je m'appelle Ella Washington, et j'avais 32 ans quand j'ai appris que dans ma famille, la propriété ne comptait que jusqu'à ce que quelqu'un d'autre décide d'en avoir plus besoin. Une semaine après avoir remboursé mon appartement, ma sœur cadette est arrivée et m'a dit qu'il n'était plus vraiment à moi. La lettre de la banque est arrivée un jeudi matin. Une enveloppe ordinaire, pas de feu d'artifice, pas de confetti, juste une ligne de texte qui disait que mon prêt immobilier était entièrement remboursé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. Je me suis assise sur le bord de mon canapé et je l'ai relu tellement de fois que ma vue a commencé à se brouiller, comme si les mots pouvaient se réarranger pour former autre chose si je détournais le regard trop longtemps. Je l'ai collé sur mon frigo avec un aimant stupide en forme de vache que j'avais depuis l'université. J'avais l'impression que c'était la plus grande victoire de ma vie, et en même temps, quelque chose en quoi je n'avais pas encore tout à fait confiance. Comme si je me détendais trop, quelqu'un allait me dire qu'il y avait eu une erreur. L'appartement n'était pas impressionnant. 2 chambres à Chicago, de vieux appareils électroménagers, des planchers qui grinçaient aux mêmes endroits chaque nuit, comme pour me rappeler qu'ils étaient là avant moi. La deuxième chambre était à moitié débarras, à moitié bureau. C'était ma solution de fortune parce que je travaillais à domicile et que je ne pouvais pas me permettre un logement avec un vrai bureau quand je l'ai acheté 5 ans plus tôt. Mais il était à moi. Chaque bosse, chaque raccourci, chaque réparation bon marché racontait l'histoire du mal que je m'étais donné pour en arriver là. J'ai renoncé aux vacances, j'ai conduit une voiture assez vieille pour voter, et j'ai appris à réparer les éviers qui fuient sur YouTube au lieu d'appeler des plombiers. Pendant que mes amis sortaient le week-end, je prenais des contrats en freelance et des livraisons de repas. Quand ils postaient des photos de plage, je comptais mes tickets de caisse. Pendant des années, cet appartement a été la ligne d'arrivée vers laquelle je rampais. Alors, quand ma sœur Nathalie est arrivée sans prévenir ce mardi après-midi, tenant un immense café glacé comme si elle était chez elle, j'ai brièvement pensé qu'elle était peut-être venue me féliciter. C'était ma première erreur. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas attendu d'invitation. Elle est passée devant moi et a commencé à regarder autour d'elle, ses yeux balayant tout comme si elle inspectait une location. Elle a jeté un œil dans la deuxième chambre, la salle de bain, même mon minuscule placard de bureau. C'est plus grand que dans mes souvenirs, a-t-elle finalement dit, les mains sur les hanches. Merci, ai-je répondu. Elle a hoché la tête comme si elle venait de confirmer quelque chose d'important dans son esprit. Puis elle s'est tournée et m'a regardé droit dans les yeux. Nous avons convenu que ce devrait être un lieu familial maintenant. J'ai cligné des yeux. Pardon ? Elle l'a répété, plus lentement, comme si je ne comprenais pas l'évidence. Maman et papa pensent que c'est logique. Tu n'as pas vraiment besoin de tout cet espace. J'ai ri. C'est sorti avant que je puisse me retenir. Un son sec et gênant. Tu plaisantes. Nathalie n'a pas souri. Les heures de marque ont été réduites, a-t-elle continué. La garderie est hors de prix, et tu es toute seule ici. Elle a haussé les épaules. C'est un peu égoïste de garder tout cet espace pour toi. Égoïste. Ce mot m'a frappé plus durement que tout ce qu'elle avait dit. J'ai regardé mon appartement, me demandant si elle voyait quelque chose que je ne voyais pas. Une salle de bal cachée. Une aile supplémentaire que j'aurais oubliée. Nathalie, dis-je lentement. Ce n'est pas une maison de famille. Je l'ai achetée. Je l'ai payée. Elle a agité la main comme si ce n'était qu'un détail technique. Allons. Tu n'utilises même pas la deuxième chambre. Nous allons emménager et tu pourras trouver quelque chose de plus petit. Tu t'en sortiras. Elle l'a dit comme si elle annonçait la météo. Nous devrons être installés d'ici la fin du mois prochain, a-t-elle ajouté, reprenant déjà son café. Ça devrait te laisser assez de temps. Je suis resté là, figé. J'avais entendu des choses folles de la part de ma famille au fil des ans, mais là, c'était un nouveau territoire. Il ne s'agissait pas d'emprunter de l'argent ou de demander des faveurs. Il s'agissait de m'effacer complètement. Tu as déjà parlé à maman et papa, ai-je demandé. Bien sûr, a-t-elle dit. Ils sont d'accord. C'est mieux pour tout le monde. Et que pense-t-il que je vais faire, ai-je demandé. Partir, tout simplement. Elle a soupiré comme si je faisais du drame. Tu comprendras quand tu auras des enfants. Cela m'a fait rire à nouveau, mais cette fois, c'était un rire amer. Tu n'as pas à décider de ça, ai-je dit.
Vous n'emménagerez pas ici. Nathalie s'est arrêtée à la porte, la main sur la poignée. Elle s'est retournée et m'a adressé ce sourire, celui qu'elle utilisait quand elle supposait que les choses finiraient par aller dans son sens. Nous avons déjà parlé à maman et papa, a-t-elle répété. Et puis elle est partie. Je suis resté dans mon salon longtemps après la fermeture de la porte, écoutant le frigo se mettre en marche avec son grognement familier. Mes yeux sont retournés vers la lettre de la banque sur le frigo. Pendant une seconde, je me suis demandé si j'avais tout imaginé. Ce n'était pas le cas. Cette nuit-là, je n'ai pas pu me concentrer sur mon travail. Mon cerveau répétait en boucle les mêmes mots. Lieu familial. Comme si mes années de sacrifice ne comptaient pas. Comme si l'ADN leur donnait un droit de propriété sur ma vie. J'ai appelé mon petit ami Caleb et je lui ai tout raconté. Il a écouté en silence. N'a pas interrompu. N'a pas essayé d'arrondir les angles. Ce n'est pas normal, a-t-il finalement dit. Et là, ce n'est pas acceptable. J'avais passé toute ma vie à entendre dire que c'était normal. Nathalie avait 4 ans de moins, l'enfant chéri. Les professeurs l'adoraient. Les voisins la couvraient d'éloges. Quand elle oubliait ses devoirs, mes parents disaient qu'elle était surchargée. Quand j'obtenais un B au lieu d'un A, ils me demandaient ce que j'avais fait de mal. Je tondais les pelouses pendant qu'elle se concentrait sur ses études. Mes parents payaient ses colonies de vacances, ses leçons, sa robe de bal, tout en me disant que l'argent était rare quand ma voiture avait besoin de réparation. Quand elle est allée dans une université privée dont les frais de scolarité me nouaient l'estomac, mes parents ont co-signé ses prêts sans ciller. Je suis allé dans une université d'État avec des bourses et des emplois à temps partiel, travaillant tôt le matin et tard le soir juste pour rester à flot. Quand j'ai acheté l'appartement, Nathalie est passée une fois, la visiter en fronçant le nez. C'est confortable, a-t-elle dit. Je ne pourrai jamais vivre dans un endroit comme ça, mais tant mieux pour toi. Ce commentaire m'est resté en tête. Avance rapide, elle a épousé Marc. Un type sympa, un professeur de sciences tranquille au collège. Il louait un appartement de 3 chambres plus récent, avec salle de sport, terrasse sur le toit, tout ce que mon logement n'était pas. Puis ils ont eu un bébé. Les frais de garde d'enfants sont arrivés. Les heures de Marc ont été réduites. Nathalie a quitté son emploi à temps partiel. Et soudain, mon appartement n'était plus si petit. Les appels ont commencé le lendemain matin. D'abord maman, sa voix douce masquant la déception. Puis papa, le même discours, un ton différent. La famille est de la famille. Tu as plus que ce dont tu as besoin. Pense au bébé. À l'heure du déjeuner, une tante éloignée m'a envoyé un texto comme si nous avions toujours été proches. Ce soir-là, assise sur mon canapé à regarder mon téléphone, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Il ne s'agissait pas de partage. Il s'agissait de contrôle. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti quelque chose durcir dans ma poitrine. Je n'étais plus une enfant. Je ne vivais plus sous leur toit. Je payais mes propres factures. Je possédais ma maison. Et je n'allais pas y renoncer. Pas cette fois. Le dîner du dimanche avait toujours été l'arme préférée de mes parents. Ils n'appelaient jamais ça une dispute, jamais une confrontation. C'était juste un dîner. Pain à l'ail, lasagne. Des sourires polis étirés sur des visages qui savaient déjà comment la soirée se terminerait. Alors, quand ma mère a appelé le vendredi après-midi et a dit « Tout le monde sera là. Nous parlerons calmement », je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Calmement signifiait ensemble. Ensemble signifiait en infériorité numérique. Pourtant, j'ai dit oui. Non pas parce que je voulais y aller, mais parce que je voulais l'entendre de vive voix. Je voulais savoir jusqu'où ils étaient prêts à aller. Au moment où dimanche est arrivé, mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer depuis 2 jours. Nathalie envoyait de longs textos expliquant que c'était temporaire, sur les sacrifices familiaux, sur le fait que Marc avait fait une feuille de calcul pour que je puisse voir les chiffres. Mon père laissait des messages vocaux me rappelant de penser à la vue d'ensemble. Ma mère n'arrêtait pas de dire « Tu es tendu ». Le dimanche après-midi, mes nerfs étaient à vif. Caleb a proposé de venir avec moi. J'ai secoué la tête. Pas encore, ai-je dit. Je dois faire ça toute seule. La maison de mes parents était exactement la même que d'habitude. Le même papier peint qui s'écaillait dans le couloir,
le même canapé qui s'affaissait au milieu parce que papa refusait de le remplacer. Entrer là-dedans, c'était comme remonter le temps. La table était déjà mise quand je suis arrivé. Nathalie et Marc étaient assis d'un côté, serrés l'un contre l'autre comme un front uni. La main de Nathalie reposait de manière possessive sur un épais dossier devant elle. Marc fixait la table comme s'il essayait d'en mémoriser les veines. Mes parents planaient dans la cuisine, échangeant des regards. « Salut », ai-je dit. Nathalie a souri vivement. Trop vivement. Timing parfait. On allait justement manger. La nourriture a à peine eu le temps de refroidir avant qu'elle ne commence. Nous n'avons besoin de l'appartement que pour 1 an, a-t-elle dit doucement, comme si elle m'offrait un cadeau. 1 an, ai-je répété. Eh bien, ça dépend, dit-elle rapidement. Une fois qu'on sera remis sur pied. Elle a fait glisser le dossier vers moi. Marc s'est éclairci la gorge. On a élaboré un plan. Budget, calendrier. Je l'ai ouvert. Des pages de chiffres, des graphiques, des colonnes nettes, un loyer indiqué à 0, les charges coupées nettement en 2. Pas de frais de copropriété, pas d'entretien, pas de réparation. Comme si l'endroit fonctionnait aux bonnes intentions. Vous couvririez les charges, ai-je demandé. Nathalie a hoché la tête. Évidemment, c'est tout. Maman s'est penchée en avant. Chérie, c'est temporaire. Pense au bébé. Elle a besoin de sa propre chambre. J'ai regardé Nathalie. Vous louez un 3 pièces en ce moment. C'est trop cher, a-t-elle dit sèchement. Alors prenez un logement plus petit. Son sourire s'est crispé. Pourquoi devrions-nous tout déraciner alors que tu as de l'espace inutilisé? J'ai senti ma mâchoire se serrer. Parce que c'est ma maison. Papa a posé sa fourchette comme s'il s'apprêtait à dispenser une sagesse venue du sommet d'une montagne. Il s'agit pour la famille de travailler ensemble. Tu as la place. Ils ont le besoin. C'est du bon sens. J'ai tapoté le dossier. Vous avez écrit ça comme si j'avais déjà accepté. Silence. Nathalie a finalement dit, nous pensions que tu serais raisonnable une fois que tu verrais les chiffres. J'ai tourné à la page du bail que j'avais imprimé plus tôt et glissé dans le dossier sans qu'elle le remarque. J'ai regardé votre bail, ai-je dit calmement. Nathalie s'est figée. Quoi? C'est public, ai-je dit. 3 mois de pénalité de loyer pour résiliation anticipée, n'est-ce pas? Marc s'est agité sur sa chaise. Le visage de Nathalie est devenu rouge. Ça ne te regarde pas, vous en faites mon affaire, ai-je répondu. Vous voulez emménager chez moi pour éviter de payer des pénalités sur le vôtre. Soyez honnête. Maman a froncé les sourcils. Est-ce que c'est vrai, a lâché Nathalie. On a juste besoin d'un nouveau départ. Alors sois honnête à ce sujet, ai-je dit. Ne prétends pas qu'il s'agit d'équité. Marc a finalement parlé, la voix basse. On essaie juste de trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde. Pour tout le monde, ai-je fait écho. Ou pour vous? Il n'a pas répondu. La voix de Nathalie s'est élevée. Tu n'utilises même pas la 2e chambre. Elle est là à ne rien faire pendant que nous nous noyons. Et à qui la faute, ai-je demandé doucement. Elle a frappé la table de sa main. Nous sommes une famille. La famille respecte aussi les limites, ai-je dit. Tu n'as pas le droit de décider que ma maison n'est pas la mienne parce que vous avez fait de mauvais choix financiers. Papa a soupiré. Calmons-nous. Non, dis-je en me levant. Vous êtes tous venus ici prêts à me culpabiliser pour que j'abandonne ma maison. Je ne le ferai pas, la voix de Nathalie tremblait. Alors, tu préférerais nous voir à la rue? Vous n'êtes pas à la rue, ai-je dit. Vous avez un bail. Vous avez des options. Juste pas la mienne. J'ai attrapé ma veste. Merci pour le dîner, ai-je dit. Bonne chance avec le bail. Personne ne m'a arrêté. Le texto est arrivé avant que je ne rentre chez moi. Nathalie, on peut encore arranger ça. Maman, la famille passe avant tout. Papa, déçu. Je n'ai pas répondu. Une semaine s'est écoulée. Puis un soir, après le travail, j'ai remarqué des éraflures près de ma serrure. Elles étaient petites, faciles à manquer, mais j'habitais là depuis 5 ans. Je connaissais chaque marque sur cette porte.
Mon estomac s'est noué. Le lendemain, j'ai fait installer un meilleur peine dormant et 2 caméras, une dans le couloir, une à l'intérieur. Pendant 2 nuits, rien ne s'est passé. La 3e nuit, mon téléphone a vibré à 2h37 du matin. Mouvement détecté. J'ai ouvert l'application. Nathalie se tenait devant ma porte, capuche relevée, un tournevis brillant dans sa main. Et à ce moment-là, j'ai su que ce n'était plus une question de famille. C'était une question de droit acquis, et ça allait mal tourner. Le son qui m'a réveillé n'était pas le téléphone lui-même. C'était la vibration qui secouait la table de nuit. Aiguë et urgente, comme quelque chose qui essayait de s'arracher à mon sommeil. J'ai plissé les yeux vers l'écran. Mouvement détecté à votre porte. Pendant une demi-seconde, mon cerveau a essayé de rationaliser. Un voisin. Quelqu'un d'ivre au mauvais étage. L'immeuble qui travaille. Puis j'ai ouvert le flux de la caméra. L'image était granuleuse et en noir et blanc, mais il n'y avait aucune erreur possible. Nathalie. La capuche baissée, les cheveux dépassant sur les côtés, les épaules voûtées comme si elle savait qu'elle ne devait pas être là. Dans sa main droite, quelque chose de métallique captait la lumière du couloir alors qu'elle le déplaçait vers ma serrure. Ma poitrine s'est serrée si vite que j'ai eu l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. J'ai appuyé sur enregistrer. Mes mains tremblaient, mais mes mouvements semblaient étrangement calmes, comme si mon corps était passé dans un autre mode. J'ai glissé hors du lit, je suis resté baissé et j'ai composé le 911. Il y a quelqu'un qui essaie de s'introduire dans mon appartement, ai-je murmuré lorsque l'opérateur a répondu. J'ai une vidéo. Elle m'a demandé mon adresse, m'a dit de rester à l'intérieur, m'a dit que des agents étaient proches. Sur l'écran, Nathalie travaillait la serrure comme si elle l'avait déjà fait, comme si elle s'attendait à ce qu'elle cède, comme si elle pensait que je n'étais pas à la maison. Les lumières du couloir se sont allumées automatiquement. Elle s'est figée juste une seconde. Elle a regardé par-dessus son épaule. Puis elle est retournée à la serrure. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la colère, pas de la peur, exactement. Quelque chose de plus froid. La dernière parcelle de déni qui se mettait en place. Ce n'était pas du désespoir. C'était un sentiment de droit acquis. Des pas sont apparus sur le flux de la caméra. 2 policiers se déplaçant rapidement dans le couloir. Nathalie ne les a pas vus jusqu'à ce qu'ils soient presque sur elle. Madame, reculez de la porte. Elle a sursauté, s'est retournée, bégayant immédiatement. J'ai oublié mes clés. C'est chez ma sœur. Je suis resté derrière la porte jusqu'à ce que l'un des policiers frappe et s'identifie. Quand j'ai ouvert, j'ai eu l'impression que mes jambes allaient lâcher. J'ai brandi mon téléphone, toujours en train d'enregistrer. C'est elle, ai-je dit. C'est ma sœur, et ça, c'est un tournevis. Le policier a regardé l'enregistrement. Le visage de Nathalie s'est vidé de sa couleur. Ils lui ont demandé une pièce d'identité. Elle a essayé d'en rire. C'est un malentendu. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Ils l'ont menotté juste là, dans le couloir. Je n'étais pas suffisante. Je n'étais pas soulagé. Je me sentais juste épuisé. Comme si mon corps avait 10 pas de retard sur mon cerveau. Un policier est resté avec moi pour prendre ma déposition. L'autre a emmené Nathalie dans le couloir, ses poignets rouges contre les menottes en métal. 5 minutes plus tard, Marc est arrivé en courant dans le couloir en pantalon de survêtement, les cheveux en bataille, la panique lisible sur son visage. Que se passe-t-il, a-t-il demandé, essoufflé. Elle a essayé de s'introduire par effraction, ai-je dit sèchement. Il a regardé le policier, puis Nathalie. Elle pensait qu'elle avait encore un double. Je ne lui en ai jamais donné, ai-je dit. Marc s'est frotté le visage. Il n'a pas discuté après ça, a juste marmonné quelque chose sur le fait d'appeler un avocat et les a suivis dehors. Quand la porte s'est finalement fermée et que le couloir est redevenu silencieux, j'ai verrouillé le peine dormant et je me suis appuyé contre, le regard dans le vide. Les caméras ont continué à enregistrer longtemps après que tout se soit arrêté. Le lendemain matin, j'ai pris quelques heures de congé. Je voulais que tout soit documenté avant que l'histoire ne soit réécrite pour moi. Je suis allé au poste de police et j'ai remis les images. Ils ont récupéré l'enregistrement de l'appel au 911,
m'ont donné un numéro de dossier, m'ont dit que la vidéo rendait les choses assez simples. En rentrant chez moi, j'ai tout sauvegardé 2 fois. Une fois sur une clé USB, une fois sur un dossier cloud avec un mot de passe que je n'avais jamais utilisé auparavant. J'ai imprimé le rapport d'incident et je l'ai glissé dans le même dossier que mes papiers d'hypothèque. La propriété rencontre la protection. À midi, mon téléphone explosait. Maman a appelé la première. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur, a-t-elle exigé. Elle a essayé de s'introduire chez moi à 2 heures du matin. Je n'ai rien fait. Tu n'avais pas à appeler la police, a répliqué maman. Elle avait un tournevis dans ma serrure, ai-je répondu. Qu'est-ce que j'étais censé faire exactement? La famille gère les choses en privé, a-t-elle dit. Est-ce que en privé signifie prétendre que ça n'est pas arrivé, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Papa a appelé 1 heure plus tard. Elle a fait une erreur, a-t-il dit. Ne gâche pas sa vie pour ça. Je dormais dans ma propre maison, ai-je dit. Je ne vais pas m'excuser de l'avoir protégée. Il a marmonné quelque chose sur le fait que j'étais froide. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Les textos ont afflué de parents qui n'avaient pas pris de mes nouvelles depuis des années. Elle ne le pensait pas, retire les charges. Elle a un bébé. Je les ai tous ignorés. 2 jours plus tard, j'ai trouvé autre chose. Les archives judiciaires sont publiques si vous savez où chercher. Nathalie avait une petite accusation de fraude datant de 5 ans. Peine différée, probation, amende payée. Rien de dramatique, mais pas rien non plus. Cette fois, le juge n'a pas eu beaucoup de patience. Elle a plaidé coupable. A pris une courte peine, 3 mois, un casier judiciaire permanent. Marc m'a envoyé un texto pendant qu'elle était en prison. Un long message. Stress, facture, garderie, la vie qui va trop vite. Elle essayait juste de garder un toit au-dessus de la tête de nos enfants, a-t-il écrit. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai sauvegardé. Je n'ai pas répondu. Leurs finances se sont effondrées rapidement après ça. Pénalité de bail, location à court terme à un taux plus élevé, Marc supportant tout sur un salaire d'enseignant pendant que Nathalie ne trouvait pas de travail avec un casier. 3 mois plus tard, maman m'a dit qu'ils avaient emménagé avec elle et papa. C'est entre vous et eux, ai-je dit. Elle n'a pas aimé cette réponse. 1 mois après la sortie de Nathalie, papa est passé à mon appartement pour déposer du courrier qui était allé chez eux par erreur. Il avait l'air plus vieux, fatigué. Ta sœur passe un mauvais moment, a-t-il dit doucement. Elle a fait ses choix, ai-je répondu. Elle dit que tu la détestes. Je ne la déteste pas, ai-je dit. J'en ai juste marre d'être la personne sur qui tout le monde s'appuie tout en me traitant d'égoïste. Il n'a pas discuté, a juste hoché la tête, m'a tendu le courrier et est parti. La vie est revenue à la normale plus vite que je ne l'attendais. Travail, salle de sport, réparer la fenêtre qui coince que j'ignorais depuis des années, peindre le mur du couloir correctement cette fois. Le calme. Plus tard, maman m'a dit que Nathalie voulait mettre les choses au clair. J'ai accepté de la rencontrer à une condition. Ma maison est hors de question, ai-je dit. Pas de débat, pas de surprise. Maman a accepté. Je ne le savais pas encore, mais cette conversation serait la dernière illusion à tomber. La rencontre était prévue pour samedi après-midi chez mes parents. Terrain neutre, a dit maman, comme si cette phrase seule pouvait rembobiner tout ce qui s'était passé. Nathalie était déjà là quand je suis arrivé, assise à la table de la cuisine, les bras croisés serrés sur sa poitrine, le menton levé de cette manière familière qu'elle utilisait chaque fois qu'elle se sentait acculée mais refusait de le montrer. Marc était assis à côté d'elle, les épaules affaissées, les yeux fixés sur le grain du bois comme s'il essayait de disparaître dedans. J'ai pris la chaise en face d'eux. D'accord, ai-je dit. Vous vouliez parler. Nathalie n'a pas perdu de temps. Tu n'avais pas à appeler les flics, a-t-elle dit immédiatement, la voix sèche. La famille ne se fait pas ça. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai senti quelque chose se mettre en place. Tu as essayé de t'introduire chez moi à 2h30 du matin, ai-je dit. Ce n'était pas une conversation familiale. C'était un crime. J'étais désespéré, a-t-elle répliqué. Tu ne voulais pas écouter. Tu ne nous as laissé aucun choix. Il y avait un choix, ai-je dit.
Simplement, il ne te plaisait pas. Elle a levé les yeux au ciel. As-tu la moindre idée de la difficulté avec un bébé et des factures? On avait besoin d'aide. Vous vouliez une maison gratuite, ai-je répondu d'un ton égal. Marc a tressailli. Nathalie m'a foudroyé du regard. On méritait de l'aide, a-t-elle dit. Tu n'as pas d'enfant. Tu ne comprends pas ce que c'est de voir de l'espace gaspillé pendant que tu te noies. Les mots m'ont frappé, mais ils n'ont pas eu l'effet d'avant. De l'espace pour lequel j'ai travaillé, ai-je dit. De l'espace que j'ai payé pendant que tu le trouvais petit et que tu en riais il y a des années. C'était différent, a-t-elle rétorqué. Tu t'accroches à de vieilles histoires. Non, ai-je dit. Je m'accroche à la réalité. Elle s'est penchée en avant. Tu as ruiné mon casier. Tu as ruiné ma vie. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. C'est toi qui as pris le tournevis, ai-je dit. C'est toi qui t'es présenté à ma porte. Tu as fait ce choix, pas moi. Un silence épais et inconfortable a rempli la cuisine. Marc a finalement parlé, la voix basse. Elle veut juste dire que ça n'avait pas à aller aussi loin. C'est allé exactement aussi loin qu'elle l'a poussé, ai-je dit. Je ne porterai pas ça pour elle. Les mains de Nathalie se sont crispées en poing sur la table. Un jour, a-t-elle dit, les yeux perçants. Tu auras besoin d'aide. Ne t'attends pas à ce que nous soyons là. Je me suis levé. Bien, ai-je dit. Comme ça, tout est clair. Elle a cligné des yeux comme si elle ne s'attendait pas à cette réponse. J'espère que vous vous en sortirez, ai-je ajouté. Mais ma maison est interdite pour toujours. Pas de débat, pas de visite surprise. Puis je suis sorti. Maman a essayé encore quelques fois après ça de réunir tout le monde. Dîner de famille, vacances, conversation neutre. Je lui ai dit la même chose à chaque fois. Si ma maison est mentionnée ne serait-ce qu'une fois, je pars. Finalement, elle a arrêté de demander. La vie est devenue calme. Pas solitaire, calme. Je me suis installé dans une routine qui m'appartenait pour la première fois. Travail le matin, salle de sport le soir, week-end passé à réparer les choses que j'avais reportées pendant des années. J'ai remplacé la fenêtre qui coinçait, j'ai peint le mur du couloir correctement au lieu de le rafistoler, j'ai acheté des plantes bon marché pour le rebord de la fenêtre et, d'une manière ou d'une autre, je les ai gardées en vie. J'ai changé ma chaise de bureau, j'ai monté une vraie étagère dans le placard du bureau au lieu d'empiler des boîtes, je me suis débarrassé du vieux canapé que je gardais par habitude et j'en ai acheté un qui ne s'affaissait pas au milieu. De petites choses, des choses ordinaires. Par le biais de la rumeur familiale, j'ai appris que Nathalie avait trouvé un travail à temps partiel dans une garderie. Marc prenait des heures de tutorat supplémentaires. Ils ont finalement trouvé une petite location plus ancienne, plus loin de la ville, moins chère. La leur. Je ne les ai pas contactés. Non par colère, mais par finalité. 1 an plus tard, mon appartement était plus beau que jamais. De la peinture fraîche sur tous les murs, de nouvelles serrures sur les 2 portes, la planche de plancher qui grinçait près de la chambre enfin réparée après des années à me promettre que je m'en occuperais. Parfois, je rentrais du travail, je verrouillais le pen dormant et je restais là 1 seconde, à écouter le silence. Pas de visite surprise, pas de culpabilisation, pas d'appel téléphonique me disant que j'étais égoïste. Le silence n'était pas vide. Il était constant. Je m'asseyais sur mon canapé avec la télévision éteinte, les plantes captant la lumière de l'après-midi, et je sentais le poids de l'année écoulée se lever enfin de mes épaules. Pas de victoire, pas de vengeance, juste des limites qui restaient là où je les avais placées. Et la paix. Une paix réelle, à l'intérieur d'une maison qui était la mienne de toutes les manières qui comptaient.